Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Christiane Lacroix, ergothérapeute d'expérience et autrice du livre Ma clé pour conjuguer. Elle vient nous présenter une stratégie qu'elle a créée pour favoriser l'apprentissage du clavier pour les élèves avec un TDC. Bonne écoute! Christiane Lacroix, bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'on s'était déjà parlé par visioconférence, au téléphone, mais c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Oui, c'est vraiment un plaisir partagé de te rencontrer en personne. Mais j'ai vraiment hâte d'entendre parler du sujet d'aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet-là. Mais juste avant, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et ce qui t'a mené finalement à être ici avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Parfait. Ben moi, c'est ça, j'ai gradué en 1990, donc ça fait quand même assez longtemps. J'ai choisi d'aller à l'Université McGill. Après mon parcours universitaire, j'ai également fait une formation en coopération interculturelle qui m'a amenée à travailler au Mali quelques mois en Afrique de l'Ouest. Et par la suite, c'est ça, j'ai travaillé à Montréal, à Sherbrooke, aux États-Unis aussi pendant quelques temps. Et puis, quand je suis revenue au Québec, bien, je me suis installée dans la région de l'Estrie et je suis à l'emploi du CIUS La Mauricie, Centre du Québec depuis 2006 et je travaille auprès d'une clientèle pédiatrique depuis 2009 au Centre de réadaptation en déficience physique de Victoriaville. Alors, ma clientèle vraiment principale, c'est le trouble développemental de la coordination, le TDC, et puis j'adore ça. Wow, une belle expérience. Et pour les auditeurs de l'Europe qui nous écoutent, Christiane, dans le fond, tu travailles en structure, dans le réseau public. Exactement. Oui. Alors, comme j'ai mentionné en introduction, les troubles de l'écriture sont malheureusement communs pour les jeunes. Et je vois que tu es arrivée avec une petite feuille qui semble avoir des statistiques et de l'information sur tout ça. Ce serait peut-être une belle mise en contexte si tu avais envie de nous partager quelques infos qu'on trouve sur cette feuille-là qui a été notamment produite par Mélissa Coallier et Natacha Rouleau, deux ergothérapeutes d'expérience dans les troubles de l'écriture, et rendue disponible par le biais de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Et je vous mets le lien, si ça vous intéresse, vers ce document-là dans les notes sous le podcast. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus qui est intéressant, Christiane? Cette feuille-là s'intitule « Le point sur la graphomotricité ». Puis ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée, ils remettent en contexte justement le terme graphomotricité, qui est vraiment un synonyme avec écriture manuelle et geste d'écriture. Donc, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Mais plus encore, de prendre conscience qu'il y a entre 6 et 33% des élèves du primaire qui présentent des difficultés graphomotrices. C'est donc gros, ça! C'est vraiment beaucoup. C'est un tiers des élèves, jusqu'à un tiers des Exactement. élèves. Oui, c'est vraiment effarant comme pourcentage. Donc, il ne faudra pas être étonné quand on voit le nombre d'enfants qui doivent avoir des plans d'intervention en lien avec leurs difficultés graphomotrices dans les classes, quand on prend connaissance de ces chiffres-là finalement. Et de là, plusieurs d'entre eux peuvent être menés à une adaptation comme le clavier pour compenser leurs difficultés d'écriture manuelle. Absolument. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler finalement des façons de compenser, de pallier les difficultés graphomotrices des enfants. C'est certain que moi, avec ma clientèle, c'est des enfants qui présentent une calligraphie qui est plus difficile, plus ardue. Donc, c'est des enfants qui vont écrire plus lentement que la moyenne des enfants, qui vont avoir une écriture moins lisible. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une écriture moins lisible? Ça peut vouloir dire que les patrons moteurs des lettres vont pas avoir été bien automatisés. Donc, l'enfant, chaque fois qu'il veut tracer une lettre, par exemple A, il va se demander par où je commence, par où je tourne, jusqu'où je m'en vais dans mon trottoir d'écriture, tout ça. Pourquoi? Parce que les gestes d'écriture sont pas automatisés. Ça fait partie des gestes moteurs qui prennent plus longtemps à être automatisés chez cette clientèle-là. Donc, quand c'est automatisé,
c'est comme si on avait une petite image mentale de la forme de la lettre et que cette image-là, c'est comme transférée un peu dans les muscles de la main et la main sait comment faire le A, par exemple. Et quand ça ne l'est pas, c'est l'enfant doit référer à cette petite image-là, puis c'est comme s'il la réanalysait à chaque fois, puis il se disait, ben je dois monter, je dois tourner, je dois redescendre. Et avec tout ça, il doit aussi garder le fil de où est la ligne, de la taille de ce que je fais. Ça fait beaucoup de traitements moteurs et cognitifs à faire en même temps, hein? Absolument. Puis, c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi l'écriture peut être plus lente chez ces enfants-là, parce qu'il doit penser à tout ça. Puis, quand on ajoute à ça des demandes cognitives, ben là, ça fait encore que c'est plus lent. Donc, à un moment donné, l'enfant, il arrive plus à répondre au rythme d'apprentissage du groupe. Donc, quand l'enseignant essaie d'évaluer telle compétence, ben l'enseignant ne peut pas arriver vraiment à évaluer l'enfant parce que l'enfant est bloqué et stoppé par ses difficultés graphomotrices finalement. Donc, il faut trouver un moyen de contournement à ça. Et parfois, le moyen de contournement, ben c'est l'aide technologique. C'est vrai que je peux voir combien ça peut devenir important. Tu parles de demandes cognitives, donc il s'agit de trouver des idées pour répondre à des questions, pour composer un texte, de penser à l'orthographe, donc se rappeler de tout ça, d'organiser des paragraphes et la grammaire. Oui, tout ça, ça vient vraiment là, complexifier le portrait. Donc, l'enfant se trouve souvent en surcharge cognitive. Ça avait déjà été abordé dans le podcast avec Julie Lavergne antérieurement. Donc, c'est des enfants qui vont être plus fatigués. Et puis, on sait le nombre de minutes par jour que l'enfant est confronté à écrire. Donc, ça fait que des enfants sont plus fatigués à la fin de la journée. Ils sont moins patients. Peuvent survenir des colères, des impatiences, tout ça. Et puis, on n'a pas parlé non plus, mais juste comment l'enfant doit tenir son crayon, l'appréhension du crayon. Quand on a un trouble développemental de la coordination, c'est un défi pour ces enfants-là. Et c'est pas trop comment organiser les mouvements de sa main, finalement, pour savoir comment placer le mieux possible ses doigts sur le crayon, comment il doit stabiliser sa feuille avec son autre main, comment il se positionne par rapport à sa feuille, comment il est stable sur sa chaise. Donc, ça aussi, c'est toutes des composantes qui affectent le geste d'écriture comme tel. Alors, si j'essaie de résumer ce que ça prend pour faire de l'écriture manuelle, il faut d'abord, à la base, que j'aie une posture stable et que j'ai un bon développement là, de ma posture assise. Mais aussi, il faut que je gère ma main qui tient le papier, la position du papier, la position du crayon dans ma main. Ensuite, que j'aille rechercher les plans moteurs pour faire une lettre, s'ils ne sont pas encore automatisés, et qu'à travers tout ça, je m'assure que tout ce qui est qualité des idées, du contenu, grammaire, orthographe, c'est géré en même temps. Exactement. Ça fait beaucoup. Là, Josiane, on n'a même pas encore parlé du style d'écriture, la calligraphie, parce que certaines écoles vont promouvoir l'enseignement de l'écriture cursive en lettres attachées dès la première année, donc tout de suite après la maternelle. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont promouvoir l'écriture script, la calligraphie script en lettres détachées, et c'est plutôt rendu en deuxième année que l'écriture cursive va être enseignée. C'est donc dire qu'il y a nos enfants qui avaient déjà des défis quand ils ont commencé à écrire ou commencé à dessiner. Ça se passe bien avant l'entrée à l'école ou au préscolaire, à la maternelle. Donc, ces enfants-là qui ont déjà eu des difficultés à apprendre comment tracer leur prénom, par exemple, en lettres minuscules, ils arrivent de peine et de misère et le rendu en deuxième année, ben là, ils doivent réapprendre, apprendre un nouveau style d'écriture, donc ça complexifie les choses. Ils commencent peut-être juste à être un petit peu plus à l'aise et là, doivent recommencer un nouvel apprentissage. En plein ça. OK, on comprend pourquoi, pour certains élèves, c'est difficile et pourquoi ils ont besoin d'aide. Oui, puis pour faire du pouce à ce que tu viens de dire, c'est que en plus, j'ai parlé tout à l'heure là du crayon qui fait partie des outils scolaires, mais bien évidemment,
Les enfants ont pas juste le crayon à manipuler dans leur vie de tous les jours. S'ils font des erreurs, ben il faut qu'ils soient capables d'effacer la faute. Donc, il faut qu'ils soient capables de manipuler les faces. Donc, qui dit manipulation de crayon, dit manipulation de la gomme à effacer, dit manipulation du taille-crayon. Oui. Alors, dans ma clientèle, vraiment, c'est presque toujours des sujets, des points qui sont abordés. Souvent, on arrive à aider les enfants, les guider à travers de la découverte guidée pour les amener à être efficaces, efficients, pour manipuler leur crayon, pour pas avoir mal à la main, pour réussir à écrire assez rapidement, tout ça. Mais parfois, on n'y arrive pas. Alors, c'est là que l'aide technologique vient donner un coup de pouce à l'enfant puis à le rendre efficace dans sa classe et heureux surtout. J'aime ça ce que tu dis parce que dans le fond, lorsque vous recevez un enfant qui est en situation de handicap pour son écriture manuelle, possiblement, selon l'âge aussi, tenter de voir comment compenser avec des stratégies pour utiliser quand même le crayon, la gomme à effacer, le taille-crayon, mais que parfois tout ça demeure trop exigeant et que là, on passe à l'aide technologique. En plein ça. Parce que chez la clientèle TDC, bien sûr, il y a des manifestations sensorimotrices. On l'a abordé un petit peu, mais c'est des enfants qui peuvent avoir des enjeux au niveau sensoriel. C'est des enfants qui peuvent avoir des difficultés au niveau de la motricité globale. On insiste toujours sur le fait là, d'encourager les enfants vraiment à bouger, à aller au parc. On explique vraiment dans notre suivi en ergothérapie que c'est important d'aller jouer, de faire du vélo, d'aller s'amuser sur les grimpeurs, de monter les marches pour aller glisser, de se balancer. Donc, tout ça va aider à développer, bien sûr, la grosse musculature, pour le dire comme ça. Donc, tu les incites à bouger pour grandir dans leur corps. Absolument. Clin d'œil. C'est ça. Mais c'est vraiment la vérité. Et puis, ce qu'il y a derrière ça, les bases théoriques, c'est qu'un enfant qui a une bonne motricité globale va être plus enclin à avoir une bonne motricité fine. Donc, comme tu disais tantôt, Josiane, quand on écrit, ben il faut avoir quand même une bonne posture assise. Puis ça, c'est tous notre grosse, nos chaînes musculaires, nos muscles stabilisateurs, puis tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est ça, il y a un impact au niveau de la motricité fine quand on a un trouble développemental de la coordination, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi des impacts au niveau perceptuel et au niveau organisationnel. Donc, ça aussi, ça complexifie la chose. Donc, on parlait, oui, manipuler les outils scolaires, mais en plus de ça, il y a vraiment des enjeux au niveau des habiletés visio-constructives, donc au niveau de la forme, de l'espace, donc comment je gère mon écriture sur une feuille, comment je gère les lignes, les espacements, tout ça, ça vient contrecarrer finalement là, le rendement occupationnel là, pour ces élèves-là. Bien, c'est clair. Là, on est des ergothérapeutes. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le modèle, l'approche de l'ergothérapeute lorsqu'il reçoit un enfant qui va mener jusqu'à la mise en place de l'outil informatique? Et ensuite, il va falloir apprendre à utiliser cet outil-là et tu vas nous parler de la stratégie que tu as créée. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, comme tu le disais tantôt, on va toujours essayer, premièrement, on part des forces de l'enfant, on part de ses motivations. Le côté affectif est très important. On a besoin d'un enfant qui est engagé, un enfant qui a envie d'apprendre, que ce soit le cursif, le script ou l'ordi. Il faut qu'on ait un bon coéquipier, sinon ça avancera, ça mènera à rien. Donc, on veut des enfants qui sont heureux. Alors, on essaie de partir de leurs souhaits, de leurs attentes, évidemment, bien sûr en tenant compte des attentes du degré scolaire. Alors, on fait toujours comme ergothérapeute une évaluation de la calligraphie, durant laquelle on va vraiment regarder tout ce qui est lisibilité, donc les patrons moteurs des lettres, la lisibilité comme telle, là, la taille des lettres, l'alignement, l'espacement entre les mots, tout ça, et la vitesse versus son degré scolaire. Si on voit que l'écart est pas trop grand, c'est là qu'on va essayer de
pendant le suivi en ergothérapie, de faire ce qu'il faut, hein, de choisir les bonnes activités thérapeutiques pour arriver à nos objectifs spécifiques, qui est, par exemple, Jonathan parviendra à écrire une phrase de 2e année dans un trottoir d'écriture avec des pointillés à l'intérieur de tant de minutes, par exemple. Bon, à partir du moment où ça a été essayé, ça fonctionne pas, l'enfant est pas capable de livrer la marchandise en contexte de classe, parce qu'il faut qu'il soit capable de transférer aussi ses apprentissages en salle avec nous comme ergothérapeutes. Il faut qu'il soit capable de les généraliser dans son contexte de classe, sinon ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai. Donc, si l'enfant n'y parvient pas, pour X raisons, par exemple parce qu'il y a un TDAH qui est trop dérangé par les stimuli de son environnement, il y a trop de choses à regarder autour, ça a un impact sur sa vitesse d'écriture, etc., bien, c'est là qu'on va discuter avec le parent d'abord et puis avec l'équipe école, la pertinence d'ajouter une aide technologique pour cet enfant-là. Souvent, c'est dans des situations d'écriture, pour les situations d'écriture plus prolongées. D'accord. Oui, parce que l'enfant ne pourra pas nécessairement utiliser un ordinateur pour noter ses devoirs et leçons à l'agenda ou faire prendre des petites notes rapides dans un cahier, par exemple, noter ses idées à côté d'un texte pendant qu'il lit pour noter l'idée principale ou des choses qui sont courtes finalement. Exactement, parce que ça, c'est notre souci et c'est presque toujours le souci des parents aussi. Il faut arriver à maintenir une calligraphie fonctionnelle, je dirais. Parce que souvent, les parents sont inquiets que leur enfant, quand il y a une aide techno qui leur est proposée, bien, que leur enfant en vienne à plus savoir comment écrire. Donc ça, il faut rassurer les parents. Ça arrivera pas parce que il y a toujours suffisamment d'exposition à la calligraphie dans la classe. Donc ça, c'est pas un problème. Et ensuite, ben, de choisir l'écriture script ou cursive, ben, l'objectif, c'est de se faire comprendre. L'écriture, c'est un moyen, hein, c'est pas une fin en soi. Oui. Faut pas oublier ça non plus. J'aime ça que tu rappelles ça parce que ce qui est important au bout du compte, c'est comment l'enfant arrive à s'engager puis à démontrer ce qu'il apprend en classe avec un outil, que ce soit le crayon ou le clavier. Exactement. Puis par rapport à l'aide technologique aussi, j'essaie toujours de prévenir les parents ou le milieu scolaire du fait que c'est pas comme une petite baguette magique, hein, l'ordi ou le portable. C'est beau avoir un portable avec la mesure qui permet aux enfants d'avoir l'octroi d'un portable en classe, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Donc, l'objectif minimal, c'est que l'enfant arrive à être au moins aussi performant au niveau de la vitesse avec son ordi qu'avec son crayon. On sait qu'il va être plus lisible, ça, évidemment, mais il faut qu'il arrive à être rapide. Alors, c'est ça qui, moi, m'a amené à concevoir une petite stratégie qui parlait aux enfants et puis qui était facile à intégrer et qui pouvait bien rendre service, finalement. Bien, présente-nous donc ta stratégie. D'accord. Alors, ma stratégie, elle est bien simple. Premièrement, j'ai vraiment essayé d'imager ça pour que ça ait un sens pour l'enfant. J'ai essayé aussi de garder mes attentes les plus basses possibles. Okay? Quand on côtoie le milieu scolaire, tout ça, on se rend vite compte que la stratégie qui est utilisée, ben, c'est souvent avec le logiciel Tape-Touche. Oui. J'ai absolument rien contre le logiciel Tape-Touche. C'est juste que ce qui est exigé pour les enfants, le doigté vraiment avec les 4 doigts, index, majeur, annulaire, auriculaire, c'est trop difficile pour la plupart des enfants et certainement pour une clientèle TDC parce que c'est des enfants qui ont de la difficulté à dissocier les mouvements de leurs doigts, donc à n'utiliser qu'un seul doigt à la fois. Alors moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je vais exiger, c'est les 3 premiers doigts de chaque main. Donc le pouce, l'index et le majeur. J'ai eu la chance de faire valider ma petite théorie par France Léger, qui est une sommité en la matière TDC. Et elle aussi, c'était son attente. Fait que je me suis dit, parfait, je suis pas trop dans le champ.
Alors, comment ça fonctionne? C'est que j'ai finalement créé une petite feuille d'exercice qui est numérisée et l'enfant doit s'exercer sur une base quotidienne, idéalement, seulement 5 minutes par jour. Je ne demande pas plus que OK. ça. Oui, c'est raisonnable. Oui, je pense que oui. Et puis, ça fait pas peur, 5 minutes. Puis, 5 minutes étant vite passé, des fois, l'enfant se rend pas compte, ça fait 10 minutes qu'il est à l'ordi. OK. Oui. Donc, 5 minutes à tous les jours. Finalement, la feuille d'exercice est séparée par des petites séries de lettres. Les premières étant les lettres qui sont les plus utilisées en français, allant vers les lettres, bien sûr, qui sont les moins utilisées en français. D'accord. Alors, mon objectif ultime, c'est que l'enfant comprenne qu'il doit utiliser ses deux mains. Parce que ça, c'est un autre défi qu'ils ont, nos Ben petits oui. cocos qui ont un TDC. Des fois, ils ont de la difficulté à intégrer les deux côtés du corps. Donc, ils vont se servir juste d'une main, particulièrement juste de l'index. Donc là, je me suis dit, comment on va faire pour contrecarrer ça? Alors, ce que je leur explique, c'est que le clavier, finalement, on l'aborde comme si c'était un terrain de soccer Oh, ça, c'est intéressant. ou une patinoire de OK. hockey. Je m'assure toujours de demander quel est le sport préféré de l'enfant. Donc, ça l'aide à visualiser le clavier. Oui, c'est en plein ça. Donc, il y a le clavier devant lui et je lui explique, regarde, ça, c'est le terrain de soccer. On va prendre le soccer là, pour l'exemple là, d'aujourd'hui. Je lui explique que c'est comme le clavier, donc comme un terrain de soccer. Quand on joue au soccer, on a des positions pour que ça aille bien. Donc, on a des ailiers, des défenses droits, puis des ailiers, des défenses gauche. Puis dans la mesure du possible, chaque joueur essaie de respecter ses positions sur le terrain pour s'assurer d'avoir une belle partie, de faire des belles passes et de compter des buts. Donc, je leur montre le clavier qu'on va séparer le clavier en deux. Alors, je place juste une toute petite gommette OK. sur les lettres T, G, B, qui sont vraiment le milieu du clavier. Alors, je lui dis, regarde, ta main droite, ton index, ton majeur, c'est tes ailiers défense droit, et ton ailier défense gauche, c'est l'index majeur gauche. Alors, à droite, ils n'ont pas le droit de traverser l'autre côté du terrain. Gauche, oui, non oui. plus. Ensuite, malheureusement, des fois, dans les parties de soccer ou de hockey, il arrive qu'il y a de la bagarre. Alors, on a besoin des arbitres pour séparer les joueurs entre eux. Dans l'exemple qui nous concerne à l'ordi, notre arbitre, c'est notre pouce, le droit ou le gauche. Mais eux, ils ne vont pas séparer les joueurs entre eux. Ils vont séparer les mots entre eux. Alors, le pouce, c'est l'arbitre. Alors, on respecte finalement l'approche qui est utilisée en ergothérapie, souvent avec cette clientèle-là, TDC, ou en général, c'est-à-dire de fragmenter les activités, Ouais. morceler la tâche. Hein? On ne veut pas y aller trop rapidement. Donc, vraiment, c'est pour ça que je propose juste une petite série de lettres à la fois. Donc, la première série, personne ne sera étonné, c'est les voyelles, parce que c'est ce qui est utilisé Ouais, le bien plus sûr. en français. Donc, le A, E, I, O, U. Mais comment va-t-il activer les lettres? Alors, c'est là qu'il faut être rusé parce qu'on veut amener l'enfant à utiliser le majeur, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, je lui demande d'activer le A avec le majeur gauche, le E avec l'index gauche, ensuite le I avec l'index droit, le O, majeur droit, et le U, index droit. OK? Donc, ça fait, si je reprends, Oui. majeur gauche, index gauche, index droit, majeur droit, index droit. Donc, ça fait le A-E à gauche, I-O-U à droite, et tout de suite après, l'enfant active la barre d'espacement avec l'un des deux pouces. Donc, après ça, il reprend la série de lettres A-E, I-O-U, espace. Et je le dis comme ça, on le dit à voix haute. Donc, on a une rétroaction auditive. Ouais. Donc, il y a les indices visuels sur le clavier avec la petite gommette. Quand il ne sait pas où appuyer avec quel doigt,
toujours, je leur touche au doigt, au bon doigt. On pourrait même écrire sur l'index gauche la lettre A ou mettre un petit autocollant. Mais oui, tu y vas d'une manière multisensorielle. Oui. Oui. C'est ça. Alors ensuite, je présente pas les autres lettres. Par contre, ce que j'explique à l'enfant, c'est que au terme de ces 5 minutes de pratique quotidienne ou aux 2 jours, je lui demande d'écrire une petite phrase qui est à la fin de ma feuille de pratique. Et la petite phrase, c'est « Je m'améliore à tous les jours. Bravo! » Donc là, il intègre d'autres lettres. Et là, je lui demande, on le fait toujours ensemble, Oui. là. L'enfant, là, vraiment, il doit penser quel doigt je vais utiliser. Hein? Il faut que je fasse attention de rester dans mon bon côté de terrain aussi ou de patinoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que naturellement, l'enfant va intégrer les autres doigts, l'annulaire et le petit doigt, au fil de ses pratiques, sans s'en apercevoir. Sans faire d'enseignement explicite comme pour les voyelles. Comme Exactement. On vient de faire. C'est ça. Donc, moi, je lui explique, tant et aussi longtemps, Jonathan, que tu ne seras pas aussi rapide que ça. Et là, je lui montre A, E, I, O, U, espace. A, E, I, O, U, espace. À cette cadence-là, tu passes pas à la deuxième série de lettres. Tu restes à celle-là pour devenir compétent, devenir champion du A, E, I, O, U. Puis après ça, on va faire l'autre série de lettres. Et puis, tranquillement, après, dans les contextes authentiques de production écrite, de tout ça, il intègre les 2 côtés de son corps, il intègre tous ses doigts, il respecte les moitiés droite, gauche du clavier. Donc, le cœur de la stratégie, premièrement, c'est que l'enfant peut visualiser son clavier comme quelque chose qu'il connaît comme un terrain de soccer, s'engager dans l'idée que c'est amusant de aider les joueurs à pas avoir de conflit, à rester de leur côté, et aussi par le fait qu'on va pas insister pour qu'il utilise tous ses doigts. Ça peut venir naturellement. Oui. Il peut développer cette stratégie-là de lui-même, mais sinon, dans l'enseignement, on lui indique finalement de miser sur pouce majeur, index. Absolument, c'est ça. T'as tout compris? Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis on reprend la comparaison. Ouais. C'est bravo, tu vas compter des beaux buts comme ça. Ouais. Tu sais, wow, t'es fort au clavier. Puis vraiment, c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien là. Surtout parce que, tu sais, ça fait partie, c'est une aide techno. Hein, donc la plupart des enfants et des garçons particulièrement, puis on sait que c'est la majorité de la clientèle TDC, sont intéressés tout d'abord par l'aide techno. Souvent, il y en a d'autres. Il y a des pères dans la classe qui ont aussi une aide techno, donc sont pas stigmatisés par l'utilisation d'une aide techno. Ouais. Et souvent, de toute façon, parce qu'ils ont des conditions associées, ils vont avoir des logiciels qui vont être ajoutés, que ce soit WordQ, que ce soit plein d'autres logiciels. Donc, ils vont utiliser leur aide techno là, de manière efficiente. Mais j'adore ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un enfant n'a pas d'intérêt pour les sports et que tu adaptes cette stratégie-là à d'autres imageries? Sincèrement, non. Ça arrive souvent qu'ils sont pas intéressés par les sports, mais ça arrive jamais qu'ils peuvent pas avoir une idée de c'est quoi un terrain de soccer, puis c'est quoi une patinoire. Donc, j'y vais vraiment comme ça parce que ça fait image quand même. Parce que c'est vrai, effectivement, tu sais, souvent, c'est des enfants qui sont plus sédentaires, puis on les incite, hein, comme on disait, à bouger pour bien grandir. Donc, mais ils comprennent toujours, là. Oui. Alors, donc moi, pendant que tu expliquais ça, j'avais vu ta petite feuille que tu utilises avec les jeunes et je voulais mentionner que tu as la générosité de partager cette petite feuille-là et aussi un aide-mémoire résumé de toutes les instructions que tu as partagées avec les auditeurs. J'ai mis ça dans les notes sous le podcast en téléchargement libre. Alors ça, je pense que ça va être vraiment apprécié de tous ceux qui souhaitent
explorer cette stratégie-là avec les jeunes. Merci. Ça me fait grand plaisir parce que vraiment, ça peut être utilisé autant à la maison par tous les parents. C'est simple à mettre en pratique. Ça peut être utilisé par les spécialistes, les orthopédagogues à l'école. Je l'ai justement partagé à une orthopédagogue lundi. Je pense que c'est une approche gagnante. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir le diffuser puis que rendre service à plein de gens, autant ici que de l'autre côté de l'océan. Super. Ça peut ressembler à quoi la durée de la période d'apprentissage jusqu'à ce que l'enfant soit suffisamment fonctionnel au niveau vitesse? Ça dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge, l'engagement, bien sûr. Donc, c'est certain qu'un enfant qui est davantage, par exemple, au 2e cycle du primaire, ça va être un peu plus long qu'un enfant qui est déjà en 5e, 6e année, donc au 3e cycle. Donc, ça dépend du niveau d'investissement de l'enfant, mais je dirais, c'est pas très long, hein, quelques semaines, puis vraiment à ce point-là. Oui, puis tu sais, je la mesure, la vitesse, là, donc je peux objectiver ça avec l'enfant, puis c'est une façon aussi d'encourager l'enfant. Je le dis pas nécessairement parce que je mesure la vitesse, parce que je veux pas induire une pression à l'enfant, surtout chez un enfant qui aurait des traits anxieux. Raison pour laquelle aussi j'aime peut-être moins quand il y a des logiciels qui tiennent compte de la vitesse d'exécution. Okay. Alors, j'invite les enfants qui seraient intéressés à aller avec la feuille de pratique que je leur propose, continuer avec celle-là, mais s'ils veulent continuer avec Tape Touche puis aller avec les exercices, c'est parfait, mais sans la dimension vitesse. D'accord. Fait que ça peut être intéressant, puis surtout sans l'exigence des doigtés qui est demandée. Oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où l'enfant commence cet apprentissage-là, est-ce qu'on l'encourage à l'utiliser fonctionnellement dans la classe tout de suite ou on attend que l'apprentissage soit jugé fonctionnel là, au niveau vitesse? Excellente question. Donc, c'est là que c'est très, très important de s'arrimer avec l'enseignante. Donc, moi, je m'assure toujours d'écrire un courriel ou de lui parler de vive voix pour dire ce que je travaille avec l'enfant. Est-ce que c'est en cohérence avec ce que toi t'exiges en classe? Donc, souvent, la façon de le faire pour l'intégrer fonctionnellement, puis de pas ajouter aussi de choses à faire au bout de la journée de cet enfant-là qui est déjà très fatigué, c'est de l'intégrer dans les mots de vocabulaire. Ah, bonne idée. Oui, donc là, l'enfant n'a pas à utiliser son crayon qu'il a déjà utilisé beaucoup dans sa journée. Donc, il peut écrire ses mots de vocabulaire à l'ordinateur. Très bien, ça, c'est toujours accepté. Les profs n'ont pas d'hésitation là, à accepter ça. Et puis, je les encourage des fois à écrire un petit mot à grand-papa ou à grand-maman par le biais d'un petit courriel. Alors, on peut l'intégrer comme ça. Et puis, après ça, quand l'enfant est suffisamment compétent, c'est-à-dire que sa vitesse, son aisance cause pas de stress, qui est à l'aise, puis tout ça, là, on peut l'utiliser en classe. Dans un premier temps, en contexte d'exercice, puis ensuite, dans un deuxième temps, dans des contextes d'évaluation. Et l'âge moyen des jeunes qui vont passer à l'outil informatique, c'est quoi? C'est plus au 2e cycle. Okay. Donc, c'est rare que c'est avant la 3e année. Et ça correspond à quel âge pour nos collègues en Europe qui ont un système différent? Ça serait à peu près 8 ans. OK. Autour de 8 ans. C'est un bon moment là, pour commencer. Parfois, j'aime bien quand j'ai des prises en charge au début de l'été. Parce que si je vois que c'est quelque chose qui est difficile, un défi, l'écriture, ben là, comme il n'y a pas de devoir, tout ça, ben là, on fait vraiment des sessions là, intensives là, d'exercice au clavier de l'ordi pour que l'enfant arrive un peu plus compétent en son début d'année scolaire, puis qu'on le dégage au niveau des surcharges, qu'il n'y ait pas une surcharge cognitive là, par rapport à l'écriture. Oui, ça, c'est le fun. Il peut se concentrer là-dessus. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'examen. Et ça devient son seul défi d'été. Ah, ça, c'est le fun. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas pensé à te poser? Est-ce qu'il y a de l'information supplémentaire? Laisse-moi regarder ça une petite seconde.
Je vois dans mes notes là écrit en gros l'intention. Pour moi, c'est vraiment un concept chouchou. Il faut s'assurer que l'enfant est notre bord, que l'enfant est partant, que ce soit pour n'importe quel objectif spécifique. Maintenant, moi, je mets ça très clair dans mes débuts de prise en charge, surtout quand l'enfant est un peu plus vieux, hein, 10, 11, 12 ans. Faut que je m'assure d'avoir sa collaboration. Donc ça, je pense qu'on n'insistera jamais assez par rapport à ça. Bon point. Et ça fait une belle conclusion au sujet d'aujourd'hui, mais avant de se laisser, je vois que sur la table, on a ton livre, Ma clé pour conjuguer. Alors, pourquoi pas nous résumer un petit peu de quoi il s'agit? Puis, évidemment, j'ai placé dans les notes sous le podcast un lien vers une vidéo complète où tu nous en parles, mais je trouve que c'est un autre type d'outil qui vient vraiment mettre en lumière ta créativité pour aider les jeunes de leurs apprentissages scolaires. Oui, c'est ça. Ben, Ma clé pour conjuguer, c'est un outil pédagogique finalement qui fait partie du matériel complémentaire qui peut être offert aux élèves du primaire puis même du début secondaire. Donc, c'est une approche que j'ai développée pour faciliter l'enseignement finalement et l'apprentissage de la conjugaison. C'est vraiment parti d'un besoin de parents pour l'une de mes filles et j'ai finalement réalisé que c'était compliqué de comprendre tous les temps de verbe qui sont enseignés, vraiment. Et puis à cela, on ajoute comment écrire les terminaisons. Et puis, ma lunette d'ergothérapeute, sans m'en rendre compte, m'a amené à développer cet outil-là qui est disponible chez Chanelaire Éducation depuis 2015. Ça fait déjà un petit moment. Alors, c'est basé sur une banque de mots-clés qui sont pertinents pour la clientèle visée, c'est-à-dire pour les enfants, autant garçons que filles, qui sont âgés entre 8 et 12 ans et même un peu plus. Et dans Ma clé pour conjuguer, ça couvre finalement tous les verbes qui sont à l'étude au primaire et tous les temps de conjugaison qui sont enseignés. Alors, c'est un outil qui est vraiment clé en main, complet. Et puis, ce sont des mots-clés qui ont été développés, qui sont tous basés sur des activités agréables et positives, qui font image pour l'enfant. C'est une méthode qui est simple, mais pas moins efficace. Et je vous assure que c'est vraiment un outil unique et magnifique. J'avais jamais rencontré un outil de ce type-là avant ton livre. Alors, allez jeter un coup d'œil si vous accompagnez des enfants qui ont ces besoins-là. Ben, merci, Christiane, pour toute cette information et ta visite avec moi aujourd'hui au podcast Bouger pour grandir. À la prochaine! À la prochaine. Merci beaucoup. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu ne l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josianecaroncental.com/guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergo. Bye!